Bienvenue au séminaire La Louisiane de 1699 jusqu'à cette heure. On va attendre quelques minutes juste pour laisser les participants se connecter à notre webinaire. On a eu beaucoup de chance la semaine dernière, on a eu beaucoup de participants et cette semaine aussi, on a beaucoup d'inscrits, donc on est vraiment très content que du contenu en français sur la Louisiane francophone et créolophone ait autant de succès. C'est vraiment une bonne nouvelle. Je pense que vous partagez l'enthousiasme avec nous. Et je pense qu'on avait des personnes qui étaient connectées depuis d'autres pays ou d'autres États aussi des États-Unis. Ah, Ouais, ouais. C'est C'est même bien. possible qu'on ait eu des personnes de l'autre côté de l'océan Atlantique qui nous regardent et il doit être très tard en France ou ailleurs en Europe. j'allais dire, c'est... Ah, bonjour du sud du Brésil, Washington, vous voyez dans le chat. Je ne sais pas si les panélistes peuvent voir le chat comme nous, mais effectivement, il y a des... Ah, Oui, Clint Bruce nous fait un coucou qui était un des panélistes de la semaine dernière. Bonjour Clint. Bonsoir, Clint. On est très content d'avoir des participants du sud du Brésil. La francophonie des Amériques est ample et diverse. Chicago, Illinois, Minneapolis. Ah, oui. C'est super. Alors, je vais peut-être commencer par un petit mot d'introduction. Ça permettra aussi de laisser les personnes arriver le temps que commence vraiment la discussion avec vous trois. Alors, voilà, je me présente. Je m'appelle Émilie Georget. Je suis la directrice de l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans. Donc, je suis avec mon collègue Joseph Ponce, qui est en charge de la programmation culturelle, de la communication et du marketing. Nous sommes très contents d'accueillir ce deuxième webinaire dans le cadre du séminaire La Louisiane de 1699 jusqu'à cette heure. Et donc, c'est vrai qu'on a placé le mois de mai sous le signe de la Louisiane ici à l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans, puisque nous avons ce séminaire donc toutes les semaines, tous les mercredis à 18h, 6 p.m. heure Central Time. On a commencé la semaine dernière avec un panel sur l'histoire et c'était vraiment un grand plaisir d'écouter nos panélistes, donc Lynn Bruce qui nous regarde ce soir, pour justement avoir un éclairage historique sur les différents flux de population qui sont arrivés en Louisiane, déconstruire aussi certains mythes et prendre la mesure de toute la diversité et la complexité de la mosaïque de population de la Louisiane et de la mosaïque des langues, mais ça, c'est vous qui allez nous en parler aujourd'hui. Juste pour vous dire effectivement que notre objectif avec ce séminaire, il est vraiment d'aborder ces questions de diversité et de complexité de cette francophonie et de la créolophonie, bien sûr, louisianaise. Voilà, imbriquer l'une et l'autre, et de promouvoir la diversité culturelle de la francophonie de manière plus large. Et je suis très contente de voir qu'il y a des personnes qui nous regardent ce soir et qui sont dans d'autres États des États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud. On a eu la chance d'avoir un petit mot d'introduction la semaine dernière du consul de France, Vincent Siama, et aussi du président de l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans, Ryan Reeves. Et Ryan a souligné cette envie qui est portée par l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans, cette envie d'une nouvelle orientation qui soit vraiment en faveur de la francophonie louisianaise et d'être un membre actif de ce tissu d'acteurs qui est très dynamique. Et on s'en félicite, on est vraiment très content de participer avec nos partenaires, que ce soit le Consulat de France en Louisiane, mais aussi Télé Louisiane, le Codophile, l'Alliance française de Lafayette, nous Fondation également, et toutes les universités, toutes les écoles d'immersion, et de pouvoir participer activement à tout ça. Maintenant, je vous remercie, vous, en particulier tous les trois, Rachel, qui allait modérer cet échange entre Herbert Wills et Amanda Lafleur. Je vais arrêter de parler à partir de maintenant. J'invite juste les participants à laisser leurs questions dans le Q&A. Merci beaucoup, Émilie, et merci à toi, Joseph. Merci à l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans de m'avoir invité de participer à cette initiative. Ce soir, comme a très bien expliqué Émilie, nous abordons la thématique de la situation linguistique en Louisiane.
Et pour juste me présenter, je suis Rachel Doherty, je suis enseignante du français et je suis aussi doctorante à l'Université de Louisiane à Lafayette. Mais pour présenter le problématique de ce soir, je vais vous lire quelques statistiques d'une enquête menée vers le milieu des années 2010. La chercheure Laura Atran-Fresco a mené une enquête concernant la perception populaire de la situation linguistique en Louisiane. C'est-à-dire, elle a demandé aux étudiants à Lafayette de répondre aux questions sur ce qu'ils envisagent comme la situation des locuteurs du français en Louisiane aujourd'hui. Et une des questions se lit ainsi. Quelles sont là où les variétés du français, là où les plus parlées en Louisiane? Et les résultats montrent qu'environ 40% des jeunes croyaient que le français cadien est le plus parlé, 37% croyaient que le français cadien et le créole louisianais sont les plus parlés, et à peu près 20% estimaient que le français standard, le français cadien et le créole louisianais sont également les langues les plus parlées en Louisiane. Alors, ce soir, nos conférenciers n'auront peut-être pas des statistiques prouvant le contraire ou affirmant cette étude, mais ils sont tous les deux des experts dans l'enseignement du français ou du créole en Louisiane. Alors, ce soir, nous abordons des questions sur la situation linguistique actuelle en Louisiane, se résumant principalement en 3 questions. Comment se sont construites les langues vivantes sur le territoire louisianais? Qui sont les locuteurs de ces langues? Et peut-on superposer langue, communauté et identité en Louisiane? Notre première conférencière est Amanda Lafleur. Elle est née à la Ville-Plate en Louisiane. Sa carrière s'étend sur plus de 30 ans, au cours desquels elle a enseigné au niveau élémentaire, secondaire et universitaire. C'est une pionnière dans l'intégration de la langue et de la culture ancestrale dans l'instruction du français, ayant mené de nombreux ateliers sur ce sujet pour les enseignants. Elle est l'auteure de Tonnerre mes chiens, A Glossary of Louisiana French Figures of Speech, et coéditrice du Dictionary of Louisiana French as Spoken in Cajun Creole and American Indian Communities. Coordinatrice des études cajun à Louisiana State University de 1900. Je dis toujours 90 à mes élèves. Alors, c'est vraiment, ils avaient un professeur belge l'année dernière, alors de 1998 à 2015, et elle est actuellement à la retraite. Ça fait très longtemps depuis que je n'ai dit la date en français standard, ou soi-disant standard. Alors, excusez-moi. Et notre prochain conférencier, ou notre autre conférencier, c'est Herbert Wiltz, ou Herb Wiltz. Herb Wiltz est un éducateur de longue date et la première personne à produire du matériel pédagogique contemporain en créole louisianais. Il est originaire de la paroisse Saint-Martin, en Louisiane. Il est le fondateur du Creole Inc., une organisation à but non lucratif qui vise à préserver et à promouvoir la culture créole en Louisiane. Alors, merci beaucoup d'être venus à vous deux. Et pour l'organisation de notre conférence, je vais donner la parole à Amanda de nous présenter sa recherche d'abord, et puis à Herb, il va nous présenter ses recherches et ses projets. Et puis, j'aurai des questions de discussion après. Je vais vous poser de façon alternative des questions, à peu près la même question, d'abord à Amanda et puis à Herb. Cela vous va? D'accord. OK, merci. Merci Amanda. Rachel. Et je pense que, enfin, finalement, 90, c'est peut-être un bel exemple d'un de ces mots qui représente un hybride ou un genre de métissage dans ce qui va devenir le français louisianais, parce que c'est sûr que si le futur, c'est les enfants qui parlent français et qui apprennent le français en immersion, 90, c'est bien pratique. C'est bien utile et ça ne va pas disparaître, je crois bien. Voilà.
Et je vous dis tout de suite, j'ai inventé un titre parce que Joseph m'a bien demandé, variation, continuum et métissage, mais j'avoue aussi que la présentation, c'est peut-être pas tout à fait organisée de façon linéaire afin de vous présenter cela, mais vous allez voir des exemples de variation, continuum et métissage dans ce que je vais vous présenter ce soir. Alors, si la toute première question qu'on a posée, c'est qui sont les locuteurs? Qui sont ceux qui parlent français en Louisiane aujourd'hui? OK? Eh bien, il faut toujours commencer par, évidemment, le fait français. Il y a des gens de souche française, que ce soit parmi les descendants de colons du XVIIe siècle, ou des gens qui sont venus après la chute de Napoléon au 18e, ou ceux qui sont venus par le biais du Canada à un moment donné, c'est sûr que on a des Français. Okay? On a des gens de souche acadienne. Les Acadiens sont peut-être le plus connus parce que leur histoire est probablement le plus dramatique. Et l'histoire sur laquelle beaucoup de gens se sont accrochés, mais on parle souvent des Cajuns, et évidemment, ce nom-là est dérivé du peuple acadien. On a des autochtones, c'est-à-dire ceux qui ont accueilli, reçu ou bien appris à parler français afin de pouvoir, avec ces nouveaux arrivés, et qui parlent toujours français. En fait, si on considère la nation Roma, c'est parmi les francophones qui ont la population plus concentrée de francophones en Louisiane aujourd'hui. Bon, des gens de souche africaine, les créoles de couleur et beaucoup d'autres. On considère les Ortegos, les Manuel, les Dominguez qui se considèrent francophones en Louisiane, les Catois qui sont de souche suisse, des McGee, des Écossais, des Anglais, des Allemands, et dans les vagues d'immigration plus récentes, il y a aussi les Vietnamiens, par exemple, et les Haïtiens aussi. Et où est-ce qu'on est? Là, je vais vous montrer une carte que j'ai tirée du American Community Survey. C'est malheureusement un logiciel qui ne fonctionne plus, mais qui nous permettait dans le temps de créer des cartes d'après les données du recensement. Ça date de 2010, mais les proportions n'ont pas changé beaucoup. Comme vous voyez, les couleurs les plus foncées indiquent où sont les populations les plus concentrées de francophones. On parle souvent de ce triangle francophone en Louisiane qui s'étend jusqu'à même dans l'est du Texas. Si vous avez participé au séminaire de la semaine passée, vous savez que les zones d'établissement acadiennes étaient ici, dans le sud-est, dans ce qui est actuellement Paroisse-Lafouche, Terrebonne-Assomption, et puis jusqu'ici, Saint-Martin-Lafayette, et un peu plus vers le sud-est. Plus on va vers le nord, plus on voit des populations qui sont plutôt de souche française. Okay. Combien on est? Aïe, aïe, aïe. Question dure, beaucoup dure. Okay. Je dois vous dire que s'il n'y a pas eu d'enquête scientifique parmi les chercheurs pour déterminer combien de francophones il y a en Louisiane, je comprends très bien pourquoi. Et il faut bien aussi comprendre que le recensement fédéral est tout à fait inadéquate pour répondre à cette question. Déjà, tout simplement parce que la question qui est posée, c'est quelle langue autre que l'anglais est-ce que vous parlez à la maison? Bon, évidemment, si vous êtes comme beaucoup de Cajuns qui se sont mariés avec des non-Cajuns et qui ne parlent plus français à leur maison, mais qui parlent français peut-être à l'hôpital où ils travaillent, ou avec des amis quand ils sont à l'ouvrage, ou bien avec leurs parents quand ils sont en visite, etc. On sait déjà que
quelle langue est-ce que vous parlez à la maison? Ce n'est pas une question très convenable. Ça aussi, ça exclut évidemment les petits-enfants de l'immersion qui sont peut-être pas de souche francophone et qui sont en immersion actuellement. Ça compte pas bien non plus et ça distingue pas non plus entre les nouveaux immigrés, c'est-à-dire les Français qui sont peut-être venus de l'extérieur, s'installer en Louisiane, et les créolophones, les créoles haïtiens ou d'ailleurs aux Antilles aussi. Donc, évidemment, cette question est très, très difficile. En plus, on a aussi le problème des gens des attitudes. Il y a des gens qui ont certains complexes et qui vont peut-être, même s'ils parlent couramment le français, vont répondre non parce qu'ils ont honte à cause de certains événements traumatiques dans leur petite enfance. De l'autre côté, il y a peut-être des gens, des Cajuns, des Créoles qui sont super fiers de parler un tout petit peu de français et qui vont dire « ouais, je parle français » alors qu'ils parlent que très peu. Donc, tout ça pour résumer et pour vous dire que c'est une question extrêmement complexe et que les réponses du recensement sont pas très utiles. Bon, j'ai basé les chiffres que vous voyez là sur les chiffres du recensement, mais c'est très large. Alors, je dirais que on peut certainement dire qu'il y a environ entre 150 et 200 000 francophones bilingues en Louisiane. Ce qui est important à noter, c'est qu'il y a aujourd'hui probablement moins de 1000 locuteurs monolingues, qui indique un moment important dans l'histoire de la langue parce que l'existence de ces locuteurs qui ne parlaient pas anglais ou qui ne parlaient que très peu anglais était la force motivante la plus importante pour les gens qui ont appris à parler français dans le temps. D'après le recensement, il y a que 6000 locuteurs créolophones, mais je vais vous dire franchement, je trouve ce chiffre, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il y a si peu de locuteurs que ça, et je crois bien que ces gens-là sont encore cachés. Alors moi, je dirais que le chiffre peut remonter à peut-être 10 000 ou plus. Il faut savoir aussi qu'il y a dans ce problématique la question d'étiquette, parce que le recensement distingue entre français, créole, cajun et patois. Donc, comme vous savez très bien, il y a des gens qui se considèrent eux-mêmes, qui s'identifient comme créoles ou créoles de couleur dans l'ouest de la Louisiane, mais qui parlent un français qui serait vraiment super semblable à ce qu'on appelle français cajun. Donc, même ces étiquettes posent problème quand on essaie de cerner ces chiffres-là. Okay? Bon, dans la situation actuelle, il faut bien se rappeler que la plupart de nos locuteurs, surtout ceux qui ont appris le français à la maison, au foyer, les adultes en général, sont pas vraiment alphabétisés en français. Bon, ça commence à changer. Il y en a qui font l'effort, il y en a qui ont fait du français à l'école et évidemment avec les jeunes de l'immersion, ça commence à changer. Mais je dirais que toujours aujourd'hui, la majorité des locuteurs adultes qui parlent français, surtout ceux qui parlent couramment, ne sont pas instruits en français. La génération intermédiaire, bon, j'ai 63 ans, mais je me considère un peu dans cette génération intermédiaire, c'est-à-dire entre les jeunes et les gens de 70 ans et plus, inclut un grand nombre de semi-locuteurs, c'est-à-dire des gens qui comprennent mais qui ne parlent pas beaucoup ou qui sont trop gênés
pour parler, soit des gens qui arrivent à communiquer dans certains domaines sémantiques, qui peuvent parler du manger, qui peuvent parler de la famille, mais qui seraient peut-être pas capables de parler de la politique ou parler, nommer les parties d'un automobile, par exemple. Et aujourd'hui, on compte probablement plus à cette heure, plus de 25 000 jeunes qui bénéficient ou qui ont bénéficié des programmes d'immersion. Et ces jeunes-là, bon, évidemment, c'est sûr et certain que certains d'entre eux ne vont pas continuer à parler français, mais un grand nombre vont le faire. Et parmi eux, ils ont des bases de français écrit. Et on compte aussi un nombre assez important de jeunes adultes qui étudient le français à l'université, qui ont peut-être fait de l'immersion en France, au Canada, bon, le fameux programme d'immersion à l'Université Sainte-Anne, et par conséquent, qui parlent un français standard, mais maintenant qui revendiquent leur identité franco-louisianaise, leur identité créole, cajun, et qui veulent apprendre le vernaculaire de la Louisiane et qui font des efforts pour le faire. On compte parmi eux aussi beaucoup de jeunes musiciens et artistes, par exemple. Okay? Je ne veux pas espérer trop longtemps pour vous faire entendre du français louisianais. Ceci est un extrait d'un récit de Madame Lasty Bergeron de la Pointe-Noire. C'est un enregistrement qui a été fait par Pete Bergeron, que vous connaissez comme animateur de radio à la radio KRVS. Madame Lasty Bergeron habitait à la Pointe-Noire, et la Pointe-Noire, c'est une communauté rurale assez intéressante dans le sens que c'est juste à côté de la pointe de l'église, Church Point, et la pointe de l'église est considérée comme un genre de carrefour entre le français considéré comme acadien et le français plutôt français qu'on entend dans la paroisse évangéline, Saint-Landré à Eunice et aux Avoyelles. Et on entend, par exemple, à la Pointe-Noire, on entend, je vous donne l'exemple du mot pour twin en anglais. Typiquement, dans les régions dites acadiennes, on entend beson, le mot acadien pour twin. Aux Avoyelles, on entend toujours jumeaux et jumelles. Mais à la pointe de l'église, on entend les deux. Eh bien, Madame Lasty Bergeron vient de la Pointe-Noire, qui est une communauté à côté de la pointe de l'église, mais qui est considérée plutôt acadienne. Et elle va vous parler de la pandémie de sa vie, qui était la grippe de l'année 1918. Écoutez. Et dans le temps que le flou allait, il y avait un homme placé Thibaudot. Et il avait une de ses sœurs qui était morte dans le mois d'août. Avant ça. Et il avait pris tous ses enfants, il avait tous les siens et ceux-là là. Et c'était beaucoup triste comment il était malade. Et il n'y avait pas de docteur, pas moyen d'avoir le docteur. Il fallait aller après des médecins et dire quoi tu connaissais, et le docteur envoyait sur un à peu près, je sais pas. Mais là, il est venu beaucoup malade, lui, là, il est mort. Et quand il est mort, il était tout préparé, tout depuis. Ils n'ont pas pu, il est mort comme à minuit à soir, ils n'ont pas pu le préparer avant 1 heure le lendemain après-midi, pas seulement le prêtre qui a pu venir le voir. C'était beaucoup pitoyable. Alors, la mère a resté avec 5 enfants pour elle et 4 enfants pour sa belle-sœur. Et là, ça a mouru jusqu'au grand printemps. Et on allait préparer les pauvres enfants, là. C'était du monde pauvre, il fallait les habiller dans le linge que les voisins nous donnaient pour eux, mais il n'y avait pas moyen d'en acheter. Et moi, de mes belles-sœurs, on avait été, on en a enseveli un, il a fallu coucher sur une grande boîte. Et là, ils l'ont mis après le lendemain pour aller l'enterrer.
Ça pouvait pas venir chercher le monde pour aller les enterrer. Wow, hein? Donc, il y a une préscience là qui est, enfin, étonnant, ça me fait drôle. Et surtout cette expression, ça a mouru jusqu'au grand printemps. Bon, quelques caractéristiques. Bon, évidemment, j'ai sorti quelques remarques. Comme vous voyez, le mot prendre, qui veut dire commencer, quand la dépression a pris. Le participe passé vit plutôt que vécu. Et puis, vous entendez, bon, on parle un peu de la variation et généralement, quand les gens pensent à la variation, ils pensent à la variation régionale. Mais là, on voit même à l'intérieur d'un idiolecte, c'est une personne qui parle et qui a dans son répertoire, elle a parlé des gens qui sont morts, il est mort, elle est morte, les enfants qui sont morts, mais ça a mouru jusqu'au grand printemps. Donc, on voit là-dedans l'utilité de cette forme mourir, à mourir, pour indiquer la ponctualité et la répétition de ces actions. Quelque chose qu'on n'arrive pas à faire avec la forme standard, qui est simplement le passé composé avec être. Okay? Bon, vous voyez le venir qui veut dire devenir. La forme étion, des fois qui est réalisée comme estion aussi, main, nuit, et puis vous avez boîte et voisin, les OI qui sont prononcés ouais, cette année, dans Mars, donc le choix d'une préposition plutôt qu'un autre, et puis beaucoup du pauvre monde, les gens. Bon, je vais peut-être insister un peu plus sur le lexique du français louisianais parce que c'est plus facile, on discutera un petit peu de la grammaire et du système verbal, un peu moins sur les aspects phonétiques, tout simplement parce qu'il fallait bien limiter dans le temps qu'on a. Mais l'affaire, c'est que quand on demande, mais c'est quoi le français louisianais ou le français dit cajun, et il y en a qui vont dire, ah, c'est du vieux français, c'est simplement du vieux français. Ou il y en a d'autres qui disent, eh ben, c'est du français qui a été déformé parce que les gens n'ont pas eu accès à l'écrit, qui n'ont pas été instruits, etc. Bon, ça montre une partie de l'histoire, mais c'est pas du tout l'histoire complète. Et il faut comprendre aussi que quand on parle des formes archaïques, eh bien, c'est toujours relatif, n'est-ce pas? Parce que, bon, si en France, vous ne dites plus tel ou tel mot, bon, c'est un archaïsme chez vous. Mais si chez moi, je le dis toujours, c'est pas un archaïsme. Donc, il faut bien voir ça d'une certaine perspective. Okay? Donc, prends par exemple le mot chevrette, qui est le mot qu'on utilise pour crevette ici en Louisiane. Eh bien, si on fait un peu d'études étymologiques, on découvre que au XVIe siècle, c'était le mot chevrette que les Français utilisaient. Et c'était ce terme-là qui était connu et que crevette était en fait une variante régionale. Variante régionale qui est devenue le terme accepté à un moment donné. Mais c'est pas parce qu'on a mal compris ici en Louisiane, c'est tout simplement qu'on a gardé une forme que les Français ont perdue parce qu'ils l'ont déformée. Si on prend le mot brouette, qui est un mot utilisé en Louisiane pour brouette, eh bien, si on remonte assez loin, on découvre que brouette vient du bas latin birote, parce que les vieilles brouettes avaient 2 roues. Donc, on rota, roue, bi, 2. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, brouette ressemble beaucoup plus au terme duquel il est dérivé. Bon, il y a eu des innovations de sens, adaptation sémantique. On parle souvent de glissement de sens, élargissement de sens et restriction de sens. Donc, on peut, par exemple, excusez-moi.
excusez-moi, le mot char qu'on utilise en Louisiane. Eh bien, on ne dit pas char. Bon, quand la voiture a été, quand l'automobile a été inventée, les gens en France ont décidé de ne pas inventer un mot nouveau. Ils ont pris le mot voiture et ils se sont emparés de ce mot pour décrire cette nouvelle invention. Nous, en Louisiane, on a eu l'invention, l'automobile, c'est un terme qu'on a eu, on a pris le mot char, peut-être parce que ça ressemble à l'anglais char, mais aussi parce qu'on avait toujours des voitures qu'on utilisait en même temps. Donc, ce terme-là reflète un glissement de sens. Okay? On voit aussi qu'en Louisiane, on parle, quand on veut décrire l'oiseau connu en anglais comme the American robin, on dit la grive, on est sous comme une grive en Louisiane. Eh bien, ce sont les premiers explorateurs qui ont utilisé ce mot quand ils ont découvert cet oiseau. Et finalement, ça qu'on appelle la grive en cajun ou en français louisianais est pas la même espèce que ce qu'on appelle le rouge-gorge en France. En fait, la grive Turdus migratorius est parent avec la grive litorne ou la grive connue en Europe, Turdus pilaris. Okay? Donc, le rouge-gorge n'existe pas en Louisiane. Puis on a eu des élargissements de sens, surtout en ce qui concerne, on voit beaucoup de bons exemples de ça dans les termes nautiques, les termes de marin. Par exemple, naviguer. Naviguer qui normalement rapport à ce qu'on fait quand on est sur la mer ou en bateau. Maintenant, on peut naviguer un char, on peut être dans la navigation de 5 heures au bâton rouge. On est paré, plutôt que de simplement parer un bateau, on peut être paré pour manger. Et ce terme est beaucoup plus fréquent que le mot prêt. Okay? On amarre nos souliers, on va amarrer une ceinture, on va amarrer une corde. Okay? Tous sont des termes nautiques qui sont utilisés dans un sens plus large aujourd'hui en Louisiane. On a eu des restrictions de sens aussi. Okay? En France ou en Europe francophone, la boucherie, c'est la boutique où on va pour acheter de sa viande. Alors que le sens premier de boucherie en Louisiane, à cause de nos traditions et de notre culture, la boucherie, c'est un événement communal où on tue et dresse un cochon ou un veau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un genre de paradigm shift, si vous voulez, ce qui fait que le sens premier de boucherie ça fait référence à cet événement, alors que le mot en Louisiane pour décrire la place où on va pour acheter sa viande ou un abattoir, c'est un hall. On a des néologismes aussi, des mots par exemple créés par analogie. On fait comme toutes les langues font. Ce que vous voyez ici, ce sont des phénomènes qui existent dans toutes les langues. Okay? Donc on a chanteur, chanteuse, danseur, danseuse, et en Louisiane on a docteur et docteuse, professeur, professeuse. Et quand Arlene Broussard est devenue le chef du Codophile, il y a du monde qui était si content de voir la petite directeuse. Okay? Aussi, pour parler des machines, moissonner, moissonneuse, tondre le gazon avec une tondeuse et agrafer avec une agrafeuse. Nous autres, en Louisiane, on va laver notre linge dans une laveuse. On va laver notre vaisselle dans une laveuse de plats. On va faucher la cour plutôt que de tondre le gazon avec une faucheuse. Et puis là, excuse-moi, j'aurais dû mettre ce terme-là dessus l'autre page, mais un de mes amis m'a raconté que sa femme était infirmière, mais qu'elle s'est spécialisée pour devenir endormeuse, c'est-à-dire quelqu'un qui endort les gens avant une opération. OK? Bon, évidemment, on a plein d'emprunts. C'est là où on parle des contacts
des contacts de langue et on voit des exemples d'emprunt, l'Anyap qui est emprunté au Quechuan. C'est pas que les Louisianais ont eu des contacts avec l'Amérique du Sud, mais c'est par le biais des Espagnols. Gombo et Fevi, qui sont deux mots de souche africaine. Gombo et Bantu et Fevi, je pense que c'est de la langue qu'on appelle fon, j'ignore d'où ça vient. Évidemment, pour décrire la réalité naturelle, on a des mots comme Choctaw, le mot guer de l'espagnol, le mot go ahead qui vient de l'anglais, mais qui a pris tout un autre sens aussi. Okay? Il y a eu aussi, je vois que j'ai déjà dépassé mon temps, je crois, donc je vais peut-être arrêter là. Je peux parler un petit peu plus des ambiguïtés et d'autres choses, mais je ne veux pas non plus être trop gourmande avec mon temps. Alors, j'arrête là et je continue après. Si vous voulez, je peux toujours répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Amanda. Maintenant, on donne la parole à Herb Welks. Mais bonsoir à tout le monde et c'est un plaisir d'être ici. Et bien, merci, Amanda. Tu as parlé de beaucoup de choses là pour des choses qui abondent sur le travail qu'on a déjà fait avec beaucoup de choses le français louisianais. Et c'est un plaisir d'être avec vous autres ce soir. Moi, je vais parler un peu de les choses que moi j'ai fait personnellement. Et je vais commencer avec la carte, si tout le monde peut voir là. Je vais vous présenter ma grand-mère, Fabiola. Et c'est elle qui vraiment, c'était la première maîtresse pour moi. Moi, j'ai entendu parler le créole chez elle, avec elle et mon grand-père dans la campagne. Tout le monde qui était venu à la maison, il parlait créole. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais très, très jeune, ça c'est moi là. Et ici, peut-être que j'ai commencé l'école, mais pas sûr, je ne connais pas ça. Mais tout de même, elle était un grand rôle dans ma vie. Et depuis qu'elle est morte, des fois, moi, j'en ai des choses qu'elle parlait d'eux. Mais tout de même, les gens qui parlent créole, les mondes qui parlent créole, ce sont les mondes qui venaient des descendants des habitants de la Louisiane coloniale, avant que ça faisait partie des États-Unis. Les habitants sont les Africains, avec les influences des Français, des Espagnols et aussi des Indiens sur place, comme ça. Et c'est peut-être la même chose dans les autres pays où on parle créole. Mais ici, on a beaucoup d'influences des différentes cultures. Et ça, c'est très important pour savoir. Ce n'est pas une race, mais différentes cultures qui existaient. Et la langue créole, moi, j'étais introduit avec ça, comme je dis, avec ma grand-mère, mais beaucoup d'autres personnes dans la communauté entre Pâques et Pombro, Bridge. Et j'ai gagné beaucoup de choses avec elle pendant ce temps-là. Mon grand-maman et mon grand-papa, c'était les travailleurs dans le clos, ramasser du coton et du maïs. Et aussi, il s'agit de travailler avec les animaux, différents animaux comme ça. Mais c'était bien amusant pendant ce temps-là parce que j'ai gagné beaucoup de renseignements. Et en pensant de tout ça, je vois que la vie était très simple, mais aussi, en même temps, c'était bien difficile pour tout quelqu'un. Moi, je restais en bas le wagon quand il était tapé travailler comme ça. C'était bien important de saisir le moment pour préserver ou pour garder la langue créole parce que
un tas de monde qui dit, oh, ça, ça peut parler, c'est pas vraiment une langue. Et ça, ça peut dire, c'est pas bien expliqué non plus. Mais pour quelques-uns de nous autres, on voulait bien saisir le moment pour préserver la langue créole. Ça fait, on a créé un organisme, une organisation qui s'appelle Créole Incorporé. Et ça veut dire Cultural Resourceful Educational Opportunities Toward Linguistic Enrichment. C'était fondé dans les années 1988 avec quelques profs qui enseignaient le français. Et voilà ici le drapeau qui indique ce que j'ai déjà mentionné par les gens qui parlent créole. D'abord, on a le drapeau qui représente les Français avec le fleur de lys au milieu. Et puis, nous avons deux autres drapeaux en bas à la gauche et en haut à la droite. Nous avons Mali, ça représente les pays africains, et aussi Sénégal avec l'étoile dans le milieu. Et finalement, depuis que nous sommes aussi sur le drapeau de l'Espagne, les Espagnols. Et direct au milieu, on voit la croix qui symbolise la foi chrétienne qui existe maintenant avec les gens qui venaient des différents pays de l'Afrique. Mais ça, c'était un phénomène là pour bien dire que nous sommes bien mêlés avec différentes cultures ici en Louisiane. Et ça représente les groupes qui fait que ce sont les gens qui parlent créole, ce sont les gens qui viennent un tas de différentes cultures qui mènent nous autres ensemble comme ça. Ça, c'est le lien qui essaie de mener nous autres ensemble comme ça. Et j'ai parlé dernièrement pour moi j'ai habité entre Pâques et Pombro. Ça fait les noms comme Potier et bien sûr Wills, c'est une grande famille des Wills. Les dettes comme ça existe. Et ça, c'est quelques noms, quelques personnes très importantes dans ces régions quand même. Là. Et pour mieux dire, le drapeau m'amène à mentionner Pete Bergeron, mais c'est lui qui nous a donné l'idée. Et c'était sa sœur qui a mis ça ensemble, qui accoude le premier drapeau qui existe pour l'organisme Créole Incorporé. Et les problèmes qui existaient avec nous, c'est d'essayer de voir combien de personnes qui parlaient ou qui se dit qu'ils sont créoles. Et ça, c'était une question que les mondes demandaient à nous autres, posaient quand même à ce temps-là, pour dire, mais combien de personnes y a-t-il qui parlent ou qui s'identifient comme créoles? Et ça, c'était quelque chose qui est difficile parce que même les gens ne voulaient pas parler vraiment au public parce que vraiment, on a dit que ça, vous avez parlé, ça vous parlez, c'est pas bien, c'est mal dit, c'est gauche. Mais pour nous, on voulait quand même dire que ce que tu expliques ou bien parles en créole, c'est bien dit. C'est une langue et ça vaut la peine que tout le monde essaye de communiquer en créole. Ça fait l'organisme a lancé beaucoup de projets. On a travaillé avec Festival International. On avait les forums, les expositions, et ça amenait beaucoup de gens de différents pays de l'autre mer. Il y avait des gens de l'Afrique,
et des différents mondes qui visitaient pendant les festivals. Et c'était bien dit parce que un tas de choses que nous avions des questions avec, on a posé des questions et on a eu beaucoup de réponses. Par exemple, pourquoi il y a une différence entre les créoles qui existent ici en Louisiane et bien sûr avec les créoles qui existent en Guadeloupe ou en Martinique, par exemple. Mais une des réponses, que c'est il y a moins des influences en la Martinique ou la Guadeloupe qu'il y a ici en Louisiane. Comme j'ai mentionné d'abord, nous avons les Français, les Espagnols et bien les Indiens et d'autres cultures aussi, par exemple les Allemands et aussi des Italiens. Ça fait quand on met tout ça ensemble, c'est garanti qu'on a beaucoup plus de mélanges des cultures qui existent et aussi avec le langage ou bien la langue créole, c'est un peu différente. Et peut-être on utilise les phrases ou bien les expressions des différents groupes qui est dans ces régions ici là. Mais si on est en Guadeloupe, par exemple en Martinique, on a peut-être seulement des Indiens ou une autre culture qui existe là et ce n'est pas aussi mélangé. Ça fait ça c'est une des raisons. C'est pas tout les raisons pourquoi c'est bien différent comme ça. Parce que, par exemple, pour je en français, on dit mot ici en Louisiane, mais en Guadeloupe, on dit moins. Moins qu'un fait ici, moins qu'un fait ça, mais mon qu'un pour fait ici, mon qu'un fait ça ici en Louisiane. Ça fait, il y a des différences, mais bien des fois, ce sont la même chose. C'est pas qu'on ne peut pas vraiment comprendre. On a besoin de quand même rester autour ou bien parler avec les gens avant qu'on peut être confortable de bien comprendre ce que les personnes disent. Eh bien, l'organisme Creole Inc. continue à exister, mais pour un temps, ça saisit parce que comme les choses viennent, les positions qui existent dans la communauté, pas tout le monde s'accordait ce que vraiment le but de Creole Inc. Ça fait, on a pris le temps d'essayer de répondre aux questions des gens qui disent que tout ce que Creole Inc. a essayé de faire, c'est de séparer les gens, et ça c'est vrai, vrai dit par les gens par la communauté noire, vraiment, les Africains noirs. Ils disent, mais ce qu'on fait là, c'est d'essayer de séparer les Africains américains. Non, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de préserver les créoles comme c'était. Et pour bien comprendre qu'est-ce que c'est. Et encore ces jours-ci, on a beaucoup de problèmes à essayer de donner la définition, s'il y a une définition qui existe très bien pour expliquer qu'est-ce que c'est un créole, qu'est-ce que c'est la langue créole qui existe ici en Louisiane. Ça toujours existe et le travail continue, mais on a fait des progrès avec ça. On vient de faire des progrès avec ça, mais ça prend un peu de temps aussi. C'était dans l'année, dans les commencements de l'année 90. Et Amanda était à l'école Como High. Et je suis arrivé là et j'étais prof de l'espagnol. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Amanda et Brenda. Et j'ai pensé, et j'ai parlé avec Amanda, j'ai dit que je voulais mettre
les sons ou bien travailler avec le créole, écrire les créoles, parce que je n'avais jamais vu l'écriture des créoles. Et pendant ce temps-là, c'était en même temps que le professeur Waldman, Albert Waldman, a publié le dictionnaire avec Tom Klinger. Ça fait, j'ai pensé de tout ça et je voulais quand même écrire quelque chose pour indiquer que le créole, c'était une langue, ce n'était pas un patois ou quelque chose qui était mal dit ou on ne peut pas utiliser. Mais je ne savais pas dans quel domaine, comment l'orthographe, pour exprimer quel orthographe que je dois user. Ça fait, j'ai posé la question, j'ai oublié quelle était ta réponse à ce moment-là. Mais tout de même, j'ai commencé à écrire ce que j'ai entendu dans la communauté des Brobridge quand j'ai vécu là, parce que il y avait les gens, les voisins, très près de ma grand-mère, et c'était les Blancs. Et les Blancs et les Noirs parlaient presque la même chose. Ils s'accordaient très bien, ils pouvaient comprendre un à l'autre très bien, ça y est dit, comme il dit tous les jours, parce que moi j'ai entendu ça très bien. Mais c'était les petites conversations, moi j'ai trouvé fascinant et je voulais bien écrire ça. Mais comment écrire ça? Ça fait que j'ai commencé à utiliser l'orthographe qu'on trouve dans le dictionnaire de Waldman. Et j'ai publié ça dans un magazine qui s'appelle Créole. Rootfoot a publié ça. Elle était le éditeur, oui, c'est ça. Et là, de plus en plus, presque tous les mois, je devais faire quelque chose pour remplir l'espace pour créole. Ça fait, j'ai commencé avec les petits leçons. Et les gens ont vu ça et ont répondre aux questions. Eh bien, je peux comprendre ce que tu dis et tu fais, les exercices et tout ça. Et c'est plusieurs années après que j'ai parlé avec d'autres gens comme Oliver et Nathan Wente, et on a publié le petit livre créole. Et si vous êtes intéressés, on peut voir ça. Mais c'est avec ça qu'on commence à élargir la plateforme pour bien comprendre le créole ou bien fait bien aux gens qui parlaient ça, qui parlaient le créole, qui parlent le créole maintenant et qui veulent apprendre le créole. Ça fait, le petit livre aide beaucoup avec le son et bien sûr les structures qui existent avec le créole. Et c'est basé sur le français aussi, hein, mais vraiment, ce sont les mots créoles. Et on est au commencement d'analyser ce qu'on fait avec les expressions ou bien les mots pour bien comprendre comment ça saisir. Je sais bien que le Cajun, la langue cajine est là depuis un bout de temps. Ça fait il y a plus de l'information, plus de choses qu'on fait avec la langue cajine, mais vraiment, le créole, ça existait comme langue orale, mais surtout quand on commence à écrire, on peut bien voir quel style ou bien qu'est-ce que c'est qu'on veut dire et le mot, les expressions qu'on utilise, bien sûr, avec la poésie ou bien les petites histoires, ça donne plus de sens pour réaliser que c'est une langue et ça devrait être exprimé par les gens qui connaissent très bien l'importance de cette langue ici. Là.
Et peut-être la dernière chose que je voulais partager, on va voir ici, c'est sur quelques... j'ai toujours oublié des... Ouais, c'est ça. Voilà. Eh bien, quelques mots créoles. Et je remercie Amanda pour partager ça avec moi. Toi, T, ça c'est un marqueur du passé. Par exemple, on dit mapé qui, mais pour le passé, pour dire qu'on a fait quelque chose hier, mo tapé qui, mo tapé qui. Ça t'a fait mapé qui, ça t'a fait hier, mo tapé qui, mo tapé nettoyer la maison, quelque chose comme ça. Vini, ça vient de venir. Et avec le français, avec le créole, ici on dit aussi couri vini. Et couri vini, c'est une expression que je viens de comprendre que c'est seulement pour distinguer le créole qui existe en Louisiane avec le créole qui existe peut-être dans les autres pays. Gain, avoir, mon gain 5 sous, ça t'autre gain. Mon gain pour, mon gain pour faire quelque chose. Olé, ça t'o les fait aujourd'hui. Ça lit au les fait, ça l'o les fait. To, tu, mo, moi ou bien je. Et dans les chansons, par exemple, de Clifton Chenier ou bien de Doopsy, il utilise les deux ensemble comme ça. Manger, manger. Yé pour il, et c'est plutôt il pluriel. Li, c'est pour il ou elle, et on utilise seulement il, li. Mon, c'est une personne. Ça fait, c'est quelques exemples qu'on trouve dans la langue créole ici. Eh bien, le créole, je suppose que c'est là pour, ça va être là pour le futur. Et ce qu'on veut faire vraiment, c'est de commencer avec les petits comme d'habitude. Vraiment avant le crise de l'année passée, on a fait l'amitié avec une école à la Nouvelle-Ibérie, North-Louis. Il y a des classes d'immersion là. Et aussi avec Myrtle Place ici à Lafayette. Ça fait, on commence avec les petits pour vraiment dire que la langue existe et pour montrer aux enfants à ces niveaux-là, seulement les chansons ou bien les jeux, les activités pour bien commencer l'attitude que les créoles, c'est une langue et ça devrait être utilisé même à la maison et chez eux. 2 années passées, j'ai commencé à enseigner le créole à des adultes. On voulait quand même enseigner le créole avec les enfants aussi, mais c'était un peu difficile. Ça fait j'ai commencé avec les adultes. J'avais environ 30 personnes dans 2 classes, une classe élémentaire et puis une classe avancée. Et c'était bien, c'était agréable. Mais comme tous les langues et comme c'est nécessaire, il faut pratiquer presque tous les jours. Et 1 fois par semaine, c'est pas assez. On a besoin de continuer et trouver les manières de pratiquer et de parler avec les gens. Et avec ça, on a commencé les tables créoles.
il y a les tables français, mais vraiment les tables créoles. Et je sais qu'il y a 2 qui existent ici dans cette région, une à Pâques et l'autre à Adnoville, à Nunuz. Ça fait, les gens viennent, on parle créole, on fait des choses, par exemple, on parle des mots, les différents mots, on fait les comparaisons avec ça, les expressions, on parle des situations, on se blague. C'est une forme de socialisation. Et ça, je trouve que ça, c'est très bien, ça. Mais pour ça, pour continuer, on va continuer avec ça. Et bien sûr, quand c'est ça mieux, on va rentrer dans les écoles. Le but, vraiment, c'est d'établir un programme comme toutes les autres langues dans les écoles. Et je ne sais pas si ça va exister dans ma vie, mais seulement c'est le commencement. Et ça, c'est l'entraînement qu'on a besoin de faire. Et merci pour le moment. Merci, Herb. J'allais te couper en ce moment parce que je crois que c'était une belle conclusion de parler de l'avenir, de la futurité du créole en Louisiane. Et je te remercie encore, Amanda, aussi. Merci à vous deux pour ces présentations très riches et détaillées sur la situation actuelle des 2 de nos langues d'héritage vivantes en Louisiane. On a quelques questions de nos auditeurs, mais je voulais commencer en vous posant la même question la question que j'ai écrite pour vous deux. Et je vais vous poser vous deux la même question, juste une question parce qu'on a de très bonnes et de très intéressantes questions de nos auditeurs. Mais Amanda, je vais commencer avec toi et ma question concerne surtout la situation sociolinguistique. Alors, puisque les langues sont vivantes, toute discussion de la soi-disant préservation présume que les locuteurs se tournent au passé pour apprendre à parler. Et nous savons tous que, surtout dans le cas du français louisianais, qu'il y avait toujours des innovations et des métissages que tu as montrés. Quels sont alors, dans ton opinion, les facteurs déterminants pour la qualité linguistique ou l'évolution du français aujourd'hui? Autrement dit, est-ce que tu trouves qu'il y a des tendances ou des modes d'évolution dans la langue? Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si j'ai bien saisi la question, mais je crois que ça revient, c'est une question qui revient très souvent dans ce genre de discussion, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on va faire pour garder notre belle langue telle qu'elle est? Et on ne va pas garder notre belle langue telle qu'elle est. Mais je vais vous dire franchement, le français que parle ma mère, qui a 89 ans, et le français que parlait sa mère à elle quand elle vivait, sont différents. La langue évolue, il n'y a pas de question. Et c'est sûr aussi que ça évolue. Ça évolue surtout au moment où on commence à voir des populations bilingues, c'est-à-dire que ma mère a été élevée en français et en anglais en même temps. Donc, il y a, si vous voulez, de l'interférence, mais on peut dire aussi de l'influence de la langue qui fait que la langue ne peut pas rester figée, ça ne peut pas rester fossilisé. En plus, je vais vous raconter une petite anecdote, ça me fait penser, il s'agit de le grand-père de Christy Guiuri. La mère de Christy parlait avec son père, parce que Christy, qui est musicienne, devait partir au Canada pour
pour faire un concert ou une tournée de musique, etc. Bon, évidemment, la maman de Christy a voyagé pas mal. Bon, on apprend évidemment, même si on est un petit Cajun né dans son petit village, du moment où on commence à voyager, on apprend de nouveaux mots. C'est pour ça que la plupart des anciens de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, connaissent le mot camion, bien que les Cajuns disent tous mon truck ou plus récemment mon truck. Ces gens-là qui ont été dans la guerre, ils ont bien appris mon camion parce que s'ils étaient dans le théâtre européen, c'est un mot qui était utile dans le temps. On apprend. On reste pas un fossile ou on reste pas dans le folklore. En tout cas, pour revenir au grand-père de Christy, quand il a su qu'il partait en voyage, en tournée pour faire de la musique, il a demandé à la maman de Christy, il dit, mais vous êtes va prendre un char ou vous êtes va aller en avion? Et puis, elle a dit, mais Dad, oh, tu connais des gros mots français, tu dis avion plutôt que aéroplane. Et il lui a répondu tout sec, il dit, ben, c'est pas juste toi qui peux apprendre des mots nouveaux. Hein. Et c'est pas pour dire qu'on est un Cajun qu'on doit rester figé dans le folklore. Même chose pour les générations à venir. C'est pour ça que je trouve, par exemple, que 90, c'est un très bon exemple de ça. Bon, Dieu, c'est beaucoup moins compliqué que des 95 et les 80, etc. Pourquoi pas? On a été influencé, on a toujours été influencé. Il y a toujours eu un va-et-vient des Français, des francophones de Louisiane qui ont étudié en France à travers les siècles. Bon, ils n'étaient pas nombreux, mais ils sont revenus avec des mots nouveaux qu'ils ont appris dans l'Hexagone. Donc, le processus est un processus naturel et je ne vois pas l'intérêt de rester figé. Par contre, quand on a un bon mot comme premier livre, deuxième livre pour parler des niveaux de classe, moi, je veux bien que tous les enseignants en immersion connaissent ce terme-là, qu'ils n'ont pas besoin d'emprunter à l'anglais et dire premier grade, deuxième grade, parce que c'est un emprunt. C'est inférieur quand on a quelque chose qui existe déjà. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. On veut toujours connaître le passé, on veut toujours avoir accès aux écrits et aux enregistrements du passé, mais on ne veut pas non plus s'isoler du reste du monde francophone, sinon on n'aura personne pour parler avec. Alors, dans ton avis, l'évolution du français en Louisiane, c'est sous les mêmes influences que dans le passé, l'ouverture sur le monde qui a toujours été une réalité pour nous. OK, merci Amanda. Alors Herb, c'est la même question pour toi, mais dans le contexte du créole. Alors, le créole, c'est une langue vivante. Alors, puisqu'il y a une situation sociolinguistique un peu différente pour cette langue, est-ce que la préservation de cette langue est plus importante que toute considération de son évolution, ou est-ce que toi et tous tes amis, des autres locuteurs du créole, est-ce qu'il y a des discussions sur l'évolution et les changements qui sont en train de... Est-ce qu'il y a des changements en train de se passer aujourd'hui? Et juste pour ajouter un peu à cela, je sais que je comprends que récemment, il y avait un nouveau système ou un système assez nouveau de l'orthographe du créole. Alors, quels sont les facteurs avec le plus d'un impact sur l'évolution du créole aujourd'hui? Puisque c'est un peu nouveau, c'est-à-dire l'écriture, ça vient plus tard, déjà on parle de créole, ça c'est bien, ça déjà, il y a une évolution qui est passée là, même avec les tables qui existent, avec les classes qui viennent de sortir, de commencer,
il y a un peu de l'intérêt, mais ça va toujours être une question d'évolution quand même. Mais la chose, moi, je crois qu'il est important, c'est à ce moment-ci, de saisir ce que nous avons et pour dire aux gens, pour donner le message que la langue, ça existe et on peut bien apprendre la langue et dire aux gens que si on a un intérêt d'apprendre, il y a des gens qui s'intéressent à enseigner ou bien montrer, à faire quelque chose dans ce domaine. Pour vraiment dire, je crois que ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qui va arriver subitement, comme les choses qui arrivaient avec la langue cadjin, toi. Et on doit trouver une manière pour s'exprimer aux gens l'importance de l'existence de créole dans la société. Et c'est pourquoi on a les tables, c'est pourquoi on a les classes qu'on vient de commencer. Mais je ne sais pas si un tas de monde dans les régions sache très bien l'importance de tout ça, vraiment. Et s'il y a un intérêt comme ça. Et c'est très coincé ici. Mais il y a les gens partout, comme les groupes pratiques que Christophe Landry et Cliff et les autres gens qui restent dans différentes parties des États-Unis. Et ça commence, mais ça prend un peu du temps. Ça fait, je crois, pour l'évolution, ça va arriver, mais c'est doucement, ça n'arrive pas subitement comme ça. Oui, merci Herb. Alors, on a 2 ou 3 questions de nos auditeurs à propos de l'apprentissage de la langue française en Louisiane aujourd'hui. Et ils veulent savoir s'il y a une méthode à partager les différences entre le français louisianais et le français standard. Alors, je vais lire une question. Quelle a été la contribution des profs de français dans les écoles d'immersion? Et je pense que peut-être que cette personne veut comprendre la contribution des profs de français avec ayant une connaissance du français louisianais. J'ai aussi noté une question que quelqu'un a laissée juste dans le chat tantôt. Comment le français est-il enseigné aujourd'hui en Louisiane? Enseigne-t-on les variantes d'expression, le français cajun, le français international, ou c'est selon la langue native du prof? Alors, je vais vous laisser répondre à cette question dans vos expériences ayant recherché la question de l'enseignement. Eh bien, il me semble que déjà c'est important de savoir que le corps enseignant en Louisiane, surtout en immersion, consiste en, c'est vraiment un groupe très hétérogène. On a des Africains, on a des Antillais, on a des Belges, on a des Canadiens, on a des Acadiens, on a des Louisianais. Et si rien d'autre, eux, ils sont, et eux qui arrivent à se comprendre, les enfants qui arrivent à passer d'une année à l'autre et ne pas être perdus quand ils arrivent de la classe de la maîtresse montréalaise pour être dans la classe de la maîtresse congolaise, etc. C'est la preuve que la variation et la richesse de la langue n'est pas un problème. Aussi, c'est une façon de valoriser ces différences. C'est-à-dire que les Cajuns, je crois que avant de savoir que, eh bien, c'est pas seulement la France qui décide quel est le bon français et que la Louisiane
parle mal et que tout le reste du monde essaie de parler comme les Français. Au contraire, la variété existe, il y a des variantes, il y a des différentes prononciations, il y a des différences lexicales, etc. Et que chacun de ces groupes valorise ses propres différences. Et simplement ce fait de reconnaître l'existence de beaucoup de variantes nous aide à apprécier notre français à nous autres. C'est-à-dire que, bon, si les Belges peuvent dire 90, eh bien, moi, je peux dire je reste ici plutôt que j'habite ici. Donc, ça, c'est comme join the club. On est tous un petit peu différents et vivent la différence. En ce qui concerne la méthodologie, disons que moi, ça fait un bout de temps que je fais des formations, que je mène des formations pour les professeurs voulant intégrer plus de français louisianais dans leur instruction. Et je vais dire que ce n'est pas une question de convaincre, parce qu'en général, les gens qui viennent enseigner en Louisiane sont ouverts d'esprit, ils sont pareils pour faire l'expérience, mais ils n'ont pas forcément les outils. Et dans les formations que je donne, j'essaie de leur donner quelques outils, de leur montrer que ces deux variétés peuvent exister l'un à l'autre. Aussi, de prendre une approche qui est plutôt l'approche du linguiste, c'est-à-dire qu'on étudie la grammaire non seulement comme un système de règles qu'il faut suivre, mais comme une façon d'écrire la langue. Et qu'un étudiant qui va écrire, l'exemple que je donne toujours, un étudiant qui va écrire une lettre de remerciement à M. Guidry qui est venu dans ma classe donner une présentation très plein d'humour sur des accidents et des choses qui se passent pendant les ouragans. On ne va pas lui écrire une lettre et dire « Merci, M. Guidry, vous êtes très drôle ». Parce qu'en Louisiane, ce n'est pas un compliment d'être drôle. On explique aux enfants, eh bien, c'est bon d'être drôle si on est français, mais si on est louisianais, on est farce, on nous fait rire. Donc, ces différences existent et c'est important, ça fait partie de la communication. Une table, c'est une table dans les deux places, une lumière, c'est une lumière, mais il faut les sensibiliser à ces notions-là. Je donne un autre exemple qui est peut-être moins dans le domaine lexical, mais qui est plutôt dans le domaine grammatical. Pendant mes présentations, j'ai eu quelques professeurs qui m'ont demandé, je leur ai expliqué que bon, on n'utilise pas vraiment, on n'utilise pas le passé composé avec être du verbe aller. Le passé composé de aller, de je vais, c'est j'ai été. Et c'est-à-dire que le participe passé de aller, ça a été la preuve, c'est que s'en va, je m'en vais, j'en ai été. Ok? Donc, ce genre de forme existe. Et les Français qui ont dit, mais c'est pas normal. Je dis, vous n'allez pas me dire qu'en France, vous ne dites jamais, j'ai été au marché. Mais bien sûr, on le dit, ça existe, ça fait partie du parler. C'est peut-être pas dans la langue la plus formelle, mais c'est une forme qui existe, c'est une forme qui est tout à fait acceptable. En plus, quand vous enseignez une langue seconde, bon, et qu'on veut parler en passé composé aux débutants, j'ai été, c'est beaucoup plus facile que de faire le tour et expliquer toute une grosse affaire sur le passé composé avec être. Donc, ça facilite l'affaire. Donc, il y a moyen de le faire. Il ne faut pas avaler tout le bœuf le premier jour. Si on donne aux professeurs des documents authentiques, des petits contes avec des mots, on peut commencer petit à petit, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'enseigner que le français louisianais.
Merci Amanda. On est presque arrivé à la fin de notre conférence, mais je voulais vous poser une dernière question. Pour rebondir sur ces questions à propos de la formation en français en Louisiane. Surtout parce que Herb a mentionné que un but pour les activistes et les chercheurs dans le domaine de la créolophonie louisianaise souhaitent qu'un jour on aura plus de formation en créole et plus de l'enseignement du créole dans les écoles. Alors, à quel niveau est-ce que vous trouvez, à quel niveau est-ce qu'on devrait introduire ces différences, ces variations du français en Louisiane? Est-ce qu'on devrait commencer avec les débutants ou est-ce qu'il serait plus efficace de le montrer aux élèves plus avancés? C'est une question. Je vais retourner à la première question ici et je vais répondre ici. Ça, c'était une grande question pour nous, pour moi quand même, quand on a visité l'école en Nouvelle-Ibérie, parce que, comme Amanda a dit, il y avait beaucoup de profs de différentes régions comme ça, de l'Afrique, de la France. Ça fait, et pour bien dire, si on veut commencer les classes aux débutants comme ça, avec, ou bien avancer avec les enfants aussi, quel créole est-ce qu'on doit utiliser? Par exemple, si ces gens venaient de la Martinique ou la Guadeloupe ou Haïti, comme ça, on parle créole là-bas, mais est-ce qu'on doit utiliser le créole qu'ils connaissent très bien ou bien le créole de la Louisiane qu'on vient de mettre ensemble comme ça, de commencer? Ça, c'était la grande question. Et il y a une prof qui dit, mais c'est tout la même chose. C'est un pas de différence ici. Là. Et c'est vrai parce que si on commence à faire toutes les différences, on n'arrive pas vraiment à enseigner n'importe qui. Ça fait, il faut commencer avec ce qu'on a déjà. Et s'il y a quelque chose qui existe, on va travailler avec les profs. Par exemple, on a créé le petit livre. Et ça, c'est pour aider n'importe qui en veut. C'est seulement un guide. Bien des fois, on utilise toutes sortes de curriculum guide et tout ça. Et vraiment, on n'arrive pas à bien enseigner ou bien donner tout ce qu'il faut pour l'enseignement qu'on a besoin, mais seulement un guide pour lancer quand même dans le domaine pour dire qu'on a bien commencé avec ça. Et les activités, les structures très simples, pas difficiles du tout, pour vraiment dire aux gens que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut réaliser dans les classes. Les chansons, les jeux et tout ça, c'est bien simple avec ça. Et on peut faire beaucoup de choses en enseignement avec ça. Alors, à tout niveau, c'est approprié d'introduire les variations à tout niveau. Amanda, tu n'es pas d'accord? As-tu une réponse très courte pour terminer? Non, je dirais que, bon, c'est une question de... c'est une question de commencer. Moi, je dirais que, bon, avec le peu de locuteurs qui existent toujours, moi, je pense qu'il y a moyen d'introduire le créole, tout comme on introduit le français louisianais. Petit à petit, en plus, on sait qu'il y a, il existe en Louisiane un genre de continuum où on a des locuteurs qui parlent un créole qu'on appelle basilectal, qui est très différent du français, alors qu'il y a des créolophones les créolophones en général sont très doués pour s'adapter aux gens avec qui ils parlent, pour ajouter un petit peu plus de français standard. Bon, c'est la situation dans cette diglossie depuis très longtemps. Et on peut un peu imiter cette approche qu'utilisent les créolophones eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on ajoute petit à petit quelques mots et puis au fur et à mesure que les enfants s'habituent à entendre les mots et les gains et les vinis et les couris et les ap,
On ajoute d'autres choses. Mais l'affaire, c'est que il y a pas de temps à perdre. Moi, il me semble qu'il faut simplement sauter là-dedans. Si on prend le temps de développer la méthode, tous les créolophones vont mourir avant de pouvoir parler avec les petits qui sortent de ces écoles. Ça, c'est bien dit. OK. Je pense qu'on va terminer sur cela, cette belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à toi, Rachel. Merci beaucoup. Et à tout le monde qui était là. J'ai beaucoup apprécié les commentaires et les mots d'encouragement, etc. Oui, merci beaucoup à vous tous, à vous trois pour cette soirée superbe sur justement la diversité linguistique de la Louisiane. Merci beaucoup Rachel pour cette animation très bien menée entre nos deux panélistes et avec les questions. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Peut-être que certains voilà, se sentiront un peu frustrés, mais n'hésitez pas à participer à nos autres panel de discussion et ça permettra sans doute d'approfondir les questions d'éducation, de préservation de la langue et je pense notamment au dernier webinaire qui aura lieu le 26 mai sur les enjeux politiques et qui abordera aussi ces questions. Donc n'hésitez pas. C'est effectivement toujours plaisant de voir tous les échanges dans le chat et de voir comment la langue parle vraiment à l'intimité de chacun et comment on se sent tous touchés par l'usage des mots, quel mot est utilisé, quel mot on a entendu dans notre enfance ou en voyageant et c'est vraiment voilà, touchant et merci beaucoup à vous tous qui nous regardez de participer aussi activement. Je crois que c'est très plaisant et pour nous à l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans et pour les panélistes. Donc merci encore Herbert et Amanda pour vos participations, d'avoir accepté notre invitation. On espère avoir l'occasion de vous revoir prochainement à l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans et de pouvoir travailler davantage avec vous sur justement sur les deux langues et comment participer à notre échelle à la préservation de ces langues, mais aussi justement à leur vitalité et à ce qu'elles vivent et à ce qu'elles évoluent. Je vous invite tous à vous inscrire sur notre site web aux 2 séminaires qui suivront. Donc la semaine prochaine, mercredi 19 mai à 18 h, 6 p.m, nous aurons un panel sur les questions culturelles et notamment les questions culturelles en lien avec le monde artistique qui fait vivre justement cette langue d'une autre manière à travers la littérature, à travers la musique, à travers les médias. Et donc, nous accueillerons Sam Craft et Ashley Michaud et ce sera un panel modéré par Joseph Ponce que vous avez vu au début de ce panel, qui est donc responsable des projets culturels à l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans. Et le 26 mai, nous accueillerons notre dernier séminaire, notre dernier webinaire de ce séminaire, donc sur les enjeux politiques. Et justement, encore une fois, je vous invite à vous inscrire à ces 2 prochains panels pour approfondir toutes les questions qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. Et donc, nous accueillerons Joseph Dunn, que je salue, qui est là, je l'ai vu active dans le chat, Peggy Fian, qui est donc la directrice du Codophile, et Will McCrew, que vous connaissez peut-être aussi par ses activités auprès de Télé-Louisiane. Et ce dernier webinaire sera modéré par Monsieur Gustin, que certains connaissent aussi ici et qui est un grand connaisseur de ces enjeux. Voilà, je vous remercie tous. Merci à ceux qui étaient sur Zoom, merci à ceux qui étaient sur Facebook, merci à vous trois, encore une fois. Et à mercredi, à la semaine prochaine. Bonsoir. À la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au Au revoir.